Bienvenue dans le débat. On va revenir sur ce qui pourrait être la pire tragédie maritime de ces dernières années en Grèce, le naufrage de ce bateau de migrants dans la nuit de mardi à mercredi. 78 morts selon un dernier bilan. Les opérations de sauvetage continuent dans le port de Kalamata. Une centaine de personnes ont pu être secourues. Le bateau transportait au moins, a priori, 750 personnes sans gilet de sauvetage. Le navire de pêche est parti de Libye. Il a coulé alors qu'il faisait route vers l'Italie. L'embarcation avait été repérée par l'Agence européenne de surveillance des frontières au large de la Grèce. Les ONG reprochent donc à Frontex, mais aussi aux autorités, de ne pas avoir apporté l'aide nécessaire au bateau. La justice grecque a ouvert une enquête. Alors que s'est-il passé cette fameuse nuit qui est responsable du naufrage? À quoi correspond cette route de migrants entre Tobrouk en Libye et les côtes européennes? L'accord européen sur le droit d'asile trouvé la semaine dernière fait-il partie des solutions? Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Claudia Lodessani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes responsable des programmes migration pour la France et la Libye à Médecins sans frontières. En face de vous, notre journaliste Amara Makoul. Bonsoir Amara, rédactrice en chef à France 24, en charge d'Info Migrants. C'est l'équipe qui travaille vraiment autour de cette question des migrants jour et nuit sur France 24. Merci d'être avec nous. Avec nous également Patrick Martin-Génier. Bonsoir, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Merci d'être là. Nous avons par Skype Olivier Weber, bonsoir, écrivain, grand reporter, ancien diplomate. Votre dernier livre, Olivier, Dans l'œil de l'archange, c'est un roman sur le reportage de guerre et c'est chez Kalman Levy. Avec nous tout au long de cette émission, Alexia Kefalas, notre correspondante en Grèce et qui est envoyée spéciale à Kalamata. Merci Alexia d'être avec nous lors de ce débat. Bonsoir Stéphanie. Vous pouvez tous participer d'ailleurs au débat sur le hashtag débat F24 sur tous les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas. Ce naufrage a eu lieu, donc je vous le disais, dans la nuit de mardi à mercredi. On va faire d'abord un point en images avec Marc de Chalvon. Combien était-il à bord de ce bateau de pêche vétuste et combien sont morts lors de son naufrage? Sur ces deux photos, on voit le navire avant qu'il ne coule, le pont littéralement bondé. Dans la nuit, les gardes-côtes grecs ramenaient de nouveaux cadavres. Impossible de dire combien de migrants ont perdu la vie lors de ce drame. Et on ne le saura probablement jamais avec précision. Nous parlons d'un très grand nombre de personnes qui se trouvaient à bord, ce qui signifie que le nombre de disparus pourrait être très élevé. Jusqu'à présent, 104 personnes ont été secourues et ramenées à quai, en Grèce notamment, à bord de ce yacht de luxe. 78 personnes sont officiellement mortes et des centaines d'autres sont toujours portées disparues. Cette embarcation était partie vendredi, semble-t-il, des côtes libyennes, direction l'Italie, avant de sombrer au large des côtes grecques dans la nuit de mardi à mercredi, dans des circonstances troubles. Les migrants ont passé de nombreux appels de détresse à une ONG. Cette conversation a été enregistrée quelques instants avant le drame, alors qu'un navire marchand envoyait des bouteilles d'eau potable aux bateaux chargés de migrants. Restez calme jusqu'à l'arrivée des secours. Ne vous jetez pas à 200 d'un seul côté du bateau pour prendre les bouteilles d'eau. Vous pourriez le renverser et le faire couler. Tu nous demandes de patienter, mais les conditions ici sont terribles. Les migrants auraient-ils pu être secourus avant que le bateau ne coule? Un avion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, a survolé l'embarcation mardi midi. Mais le navire aurait refusé toute aide, selon les autorités grecques. Ce matin, les opérations de recherche se poursuivaient en mer pour essayer de retrouver d'éventuels survivants. Alexia, on va tout de suite vous voir, puisque vous êtes en direct de Kalamata. Le bilan est terrible, 78 morts pour l'instant en tout cas. Où en sont les secours? Alexia, est-ce qu'on a un peu d'espoir de retrouver d'autres survivants? Oui, évidemment, ouais, les secours sont obligés de continuer leur recherche pendant 72 heures, c'est la règle, et c'est ce qu'ils font, en tout cas avec une frégate de la marine grecque, des moyens aussi aériens de l'armée de l'air grecque aussi, et évidemment des bateaux qui se relaient, et qui vont continuer d'ailleurs toute la nuit, mais avec la tombée de la nuit, c'est de plus en plus difficile, les espoirs de retrouver des survivants sont aussi très très maigres. Pourquoi? Parce que dans le golfe de Pylos, donc au large
desquels le bateau a chaviré. Mais il faut savoir que cette région-là est la région la plus profonde de la Méditerranée. Et donc forcément, eh bien maintenant, les gardes-côtes craignent qu'il y ait eu un effet Titanic, puisque beaucoup de personnes, donc ce navire, ce chalutier qui était rouillé, qui était un vieux chalutier, était surchargé. Il y aurait, selon les témoignages, des personnes qui étaient enfermées dans la cale. Forcément, bien, ça a sombré au plus profond. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, les recherches sont très difficiles. Et puis, l'espoir de retrouver les survivants l'est tout autant. Alexia, vous restez avec nous. On a des petits problèmes de son avec vous. J'espère qu'on va pouvoir les résoudre dans quelques instants. Amara, avec l'équipe d'Info Migrants à France 24, vous en savez un petit peu plus sur l'organisation de ce bateau. On parle de 750 personnes peut-être qui se trouvaient sur ce bateau, comme dit Alexia, vétuste. C'est ça, c'est un très vieux bateau. Bon, les chiffres pour l'instant sont encore approximatifs. On a parlé d'abord de 400, puis de 750. Cet écart entre les chiffres s'explique par le fait qu'il y a des personnes qui étaient dans la cale. D'ailleurs, parmi les survivants, il y avait que des hommes. C'est une explication de cet écart et de qui se trouvait dans la cale. Habituellement, les passeurs ont l'habitude de mettre dans la cale des bateaux les femmes et les enfants pour diverses raisons. Parfois pour les protéger des vagues, de la houle, et aussi parfois pour garder le calme sur le bateau en cas de difficulté, aussi pour être plus discret, pour ne pas être repéré par des bateaux de garde-côte. Donc là, il y avait vraisemblablement énormément de femmes et d'enfants entassés dans la cale, de la même manière qu'on a vu sur les images des personnes totalement entassées sur le pont du bateau. Donc ces personnes sont sur ce chalutier. C'est très typique de ces bateaux qui partent de l'est de la Libye, la taille du bateau et le nombre de personnes à bord. Aucun gilet de sauvetage. Pas de gilet de sauvetage. Pas de gilet de sauvetage, pardon. Claudia Lodessani, les ONG accusent Frontex de ne pas les avoir sauvés, ne pas avoir aidé ce bateau, alors qu'à bord, eux disent qu'ils ont refusé l'aide. Quelle est votre analyse? Alors ça, je ne crois pas un instant et je crois que c'est vraiment honteuse de dire ça parce qu'un bateau avec 750 personnes, comment on peut être sûr que personne de 750 personnes y demandait de l'aide? Première chose. Et deuxième chose, il y a quand même Al Harford qui a reçu tous les calls, qui était en contact continu depuis des heures avec le bateau, qui dit exactement le contraire. Il dit que le bateau, il demandait de l'aide. Il y avait quand même, juste avant le naufrage, des personnes qui ou sont décédées ou ils avaient perdu quand même les sens et tout ça. Ils ne se sentaient pas bien, on le sait. Ils l'ont raconté les survivants. Donc c'est vraiment très difficile. Et en tous les cas, Frontex, ou en tout cas, quand on voit un bateau surchargé, c'est déjà un bateau en détresse qu'il va être aidé. Donc il n'y a pas besoin de confirmer les personnes, ils n'ont pas besoin de confirmer qu'ils ont besoin d'aide, il faut les sauver a priori. Ils auraient dû les sauver, Patrick Martin-Génier. Frontex a sa part de responsabilité dans ce naufrage? Oui, je crois qu'il y a une responsabilité collective. Parce qu'on nous dit, mais c'est la justice grecque qui devra faire toute la lumière sur cette affaire, sur ce drame. Il y a une enquête. Il y a une enquête. On nous dit effectivement que Frontex a appelé le bateau. Est-ce qu'il y avait des passeurs sur ce bateau ou pas? En tout cas, ils auraient dit non. Mais je crois que les gardes-côtes grecs savaient très bien que ce bateau circulait dans des conditions de sécurité très dégradées. Jamais autant de migrants, de personnes n'auraient dû figurer sur ce bateau. Et donc, les autorités grecques auraient dû d'autorité arrêter, intercepter ce bateau et le réintégrer sur les côtes. Donc pour vous, c'est plus les autorités grecques qui auraient dû agir plutôt que Frontex. Voilà. Eux sont des gardes-côtes européens. Oui, absolument. Et je pense qu'il n'a pas fallu beaucoup d'efforts de la part de Frontex pour dissuader les Grecs d'intervenir. Ils auraient dû intervenir parce que c'était bien dans leurs eaux territoriales. Ce bateau était en danger, des vies humaines étaient en danger. Et donc, il y a une responsabilité. On ne pouvait pas laisser ce bateau continuer, à supposer que les personnes qui étaient dessus auraient dit non parce qu'elles voulaient aller en Italie. C'est devenu bien sûr une affaire politique en Grèce. On va écouter tout de suite Alexis Tsipras. On va ensuite vous faire commenter, Alexia. On va écouter donc l'ancien Premier ministre, le leader de Syriza, qui a réagi. Je souhaite soulever quelques questions cruciales qui exigent des réponses. Lorsque les autorités repèrent un navire surchargé avec 700 personnes ou plus en détresse, quelles sont les procédures de Frontex? Quels sont les protocoles suivis par les autorités grecques qui n'obligent pas son sauvetage, mais lui permettent de poursuivre sa route? Alexia, là, clairement, l'ancien Premier ministre met en cause Frontex et non pas les autorités grecques.
Oui, alors il faut juste préciser 2-3 choses. Déjà, le naufrage s'est passé à 47 000 marins, c'est-à-dire 87 km au large de Pylos, dans la zone des eaux internationales. Donc on est dans les eaux internationales de responsabilité grecque. Vous savez, tout est réparti et cette fois-ci, donc c'était vraiment la responsabilité grecque, d'où la patrouille, d'où la proposition qui aurait été faite de venir en aide. Pourquoi Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre de la gauche radicale, accuse Frontex? Parce que les gardes-côtes grecs sont assez exaspérés qu'on les accuse de refoulement, témoignages à l'appui, reportages dans la presse internationale à l'appui, avec beaucoup de preuves. Donc les refoulements, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire concrètement qu'ils repoussent les migrants ou les réfugiés, les empêchant de rentrer en Europe. Et comme l'a dit la présidente de la Commission européenne, la Grèce est le bouclier de l'Europe, donc eux, ils s'exécutent. Évidemment, c'est une pratique illégale, mais eux, ils se sont dit, et c'est ce qu'a répondu M. Alexiou, qui est le porte-parole des gardes-côtes grecs, que si ils avaient tenté de secourir ce bateau, eh bien, de pushback, de refoulement. Donc évidemment, les Grecs, ils s'en sont rendus compte, mais eux se cachent derrière la loi. Et la loi internationale, c'est exactement le point que fustige Alexis Tsipras, affirme qu'ils ne peuvent secourir un bateau qui seulement si il est dans un danger immédiat, à savoir en train de chavirer, c'est bien ce que spécifie la loi, d'une part, ou alors si le moteur est tombé en panne. Sauf que là, c'était ni l'un ni l'autre, parce que le bateau voulait continuer son parcours vers l'Italie, d'une part, et puis le moteur n'était pas encore tombé en panne au moment où l'aide grecque aurait été proposée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont évidemment paradoxales, évidemment absolument anti-humanitaires, c'est qu'ils auraient dû porter secours à ces personnes qui avaient les bras ouverts. Il suffit de zoomer sur la photo du bateau pour voir qu'ils ont les bras ouverts et qu'ils demandent de l'aide, ces personnes. Sauf que les gardes-côtes se sont dit, bon, ils se sont cachés derrière la loi. Et c'est là que tout est le paradoxe, et c'est là que devra faire la lumière aussi la justice grecque. Alors justement, je vais vous faire réagir, Olivier Weber, mais juste un mot, Amara. Que dit la loi, en fait, clairement? C'est quoi exactement le rôle de ces gardes-côtes, le rôle de Frontex? Est-ce que ce sont des policiers ou est-ce que ce sont effectivement aussi, est-ce qu'ils ont aussi le rôle de venir en aide? C'est une agence de surveillance des gardes-frontières européens. Donc, ils ont le rôle de surveiller, de rapporter et forcément d'alerter le premier bateau qui pourrait venir en aide à un bateau en détresse. Manifestement, certes, le bateau n'était pas en train de couler, mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas en détresse, vu l'état de vétusté visible à l'œil nu sur une photo et de surcharge de ce bateau. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, clairement? Ordonner à un bateau le plus proche possible de venir en aide à ce navire. Le même cas s'est produit à Coutro lors du naufrage de plus de 90 personnes au sud de l'Italie. Frontex voyait le bateau a quand même fait naufrage. Il y a eu une enquête qui a montré que Frontex savait et n'a pas ordonné ou alerté ou demandé l'aide de ce bateau. Olivier Weber, je voulais vous faire réagir. Justement, ces migrants viennent de Libye, en l'occurrence de l'est de la Libye, là, et non pas de Tripoli. En général, ils venaient plutôt de l'ouest. Là, c'est plus loin, encore des côtes européennes. Mais la Libye, ça fait à plusieurs reprises qu'il y a des naufrages de migrants qui viennent de Libye. En fait, c'est un pays où il y a des trafics de migrants depuis un certain temps. Est-ce que c'est pire aujourd'hui ? Oui, alors ça va en s'accroissant. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'une part, parce que la Libye n'est plus un pays. La Libye est un pays en proie à une guerre civile avec au moins 3 forces, dont la force du général maréchal, maintenant Haftar, qui est plutôt sur l'Est, donc, ancien Haïk, qui est responsable directement ou indirectement de ces partances de bateaux sur Tobrouk. Et deuxièmement, parce que la Libye est devenue l'un des plus grands hubs, l'un des plus grands centres de ce qu'on appelle la TEH. Qu'est-ce que c'est que la TEH? C'est la traite des êtres humains. Grosso modo, c'est l'esclavagisme des temps modernes. Ces passeurs, ces trafiquants qui sont derrière, pour moi, ce sont des négriers des temps modernes, ce sont des esclavagistes contemporains et c'est totalement, bien sûr, instrumentalisé par des réseaux sur place. Mais tenez-vous bien, ce qui est encore plus grave et ce qui renvoie à cette responsabilité partagée et diluée avec les pays européens, avec un blanchiment de ces avoirs, donc des royalties que procure ce trafic d'êtres humains d'un tiers à 2 tiers. Donc dans les pays européens et surtout l'Italie, un petit peu la Grèce également, mais bien sûr aussi par rapport à des paradis fiscaux. Et c'est là où on ferme un peu les yeux, on fait semblant de ne pas voir, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations. Je rappelle simplement que les instruments au niveau du droit international sont là. Il y a la Convention de Palerme, par exemple, qui date de 2000 tout simplement. Il y a aussi la Convention de Varsovie qui date de 2005. Donc les pays européens sont
sont en mesure, sont en droit, c'est un minimum d'ailleurs, de pouvoir s'attaquer à ce problème de la traite des êtres humains. Alors, évidemment, on a vu, et Frontex aussi a des chiffres là-dessus, sur les 4 premiers mois de 2023, il y a au moins 30% d'arrivées supplémentaires de demandeurs d'asile et donc d'arrivées irrégulières en fait sur les côtes européennes. Donc il y a urgence, même si je pense qu'on va en parler, même s'il y a un pacte qui a été signé, le fameux PAM, le pacte donc sur l'asile et sur la migration, donc qui vient d'être négocié par les pays européens il y a quelques jours, la semaine dernière, jeudi exactement, après au moins 4 ans d'atermoiement, 4 ans de discussions, de négociations qui étaient stériles et ça s'est accéléré depuis 6 mois heureusement. Mais je crois qu'il est urgent d'une part que les pays européens s'emparent de cette affaire à la fois sur la répression de ce trafic dont je parlais, la TEH, donc la traite des êtres humains, et puis deuxièmement essayer d'accompagner aussi au départ des gouvernements qui seraient tentés d'instrumentaliser donc ce trafic d'êtres humains. Et bien sûr, je renvoie pour finir, excusez-moi, à ce qu'avait fait la Turquie à un moment. Donc on est dans les années 2015-2016, rappelez-vous, c'était le pic migratoire en Europe, où il y a eu jusqu'à 800 000 arrivants, ne serait-ce que pour l'Allemagne, au moins 300 000 en Suède. Et là, la Turquie avait dit, écoutez, si vous nous donnez le double de ce que vous, les Européens, vous nous aviez promis, en passant de 3 milliards d'euros, tenez-vous bien, à 6 milliards, on va retenir nos migrants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là aussi dans la TEH, dans la traite des êtres humains, mais une traite étatique des êtres humains. Donc là, je crois que c'est très urgent, il est important pour les pays européens et même les pays de l'OTAN en général, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN, de réprimer ce genre d'attitude, parce que là aussi on rentre dans un esclavagisme d'État, des temps modernes. Claudia Lodessani, justement une réaction, vous qui êtes en plus spécialiste sur cette filière. On voit que il y a donc ces filières qui viennent de Libye, cette nouvelle filière depuis un an qui plutôt concerne l'Est de la Libye. Et aujourd'hui d'ailleurs, Bruxelles dit les responsables, ce sont les passeurs. Absolument. C'est une partie des responsables, mais pour moi, il faut vraiment regarder les phénomènes migratoires dans la globalité. La globalité et cette drame, ça commence avec des lois qui sont faites par l'Europe sur l'externalisation des frontières. C'est des choix politiques qui sont faits et Frontex est une partie de la chaîne, c'est les écouteurs de cette loi. Les passeurs, il y a des personnes qui payent pour passer parce qu'ils sont des conditions inhumaines en Libye, donc forcément ils cherchent de passer. Maintenant, d'ailleurs, il faut aussi se rappeler que la Tunisie aussi, c'est devenu quand même un pays de départ. Mais pour moi, il faut vraiment se concentrer sur le fait qu'on a 750 personnes, heureusement pas tous décédés, mais il y a des centaines de personnes qui, en 15 minutes, ils sont coulés, ils sont décédés. C'est des personnes, et ça, on les rappelle, pour moi, jamais suffisamment, parce qu'on parle toujours des nombres, des chiffres, de loin, mais c'est des personnes qui sont décédées. Même pas dans les pays en guerre où on a travaillé, on voit disparaître cet nombre de personnes, même pas avec un bombardement. Donc c'est vraiment incroyable, il faut faire quelque chose et je crois que les politiques européennes, on va de pire en pire. En réalité, on va externaliser à la place de prendre en considération le fait qu'il faut sauver des vies. Comment arrêter cela, justement, Patrick Martin-Gégnier, puisqu'on sait donc que les trafics démarrent là-bas. On sait aussi que le général Haftar, donc, qui contrôle cette zone est, d'ailleurs, de la Libye, a vu d'ailleurs Giorgia Meloni début mai pour parler de la lutte contre l'immigration clandestine. Finalement, c'est quoi? C'est une espèce de marchandage il faut rentrer dans des négociations. Il y a eu en plus des accords passés avec la Libye il y a quelques années, entre la Libye et l'Europe. Oui, mais la Libye est dans une telle situation. Il faut dire que ce pays reçoit beaucoup d'immigrés de l'Afrique subsaharienne, mais également des réfugiés qui viennent de partout. D'ailleurs, il y avait des Pakistanais, il y a des Afghans, il y a aussi des gens de l'Afrique subsaharienne, des gens qui fuient des conflits, des régions en guerre. Et la difficulté aujourd'hui de la Libye, c'est qu'elle est dans une situation telle qu'elle est complètement désorganisée et donc elle n'est pas en situation forcément de contrôler tous ces passeurs. On sait très bien que beaucoup malheureusement de personnes qui passent par la Libye sont traumatisées. Pourquoi? Parce qu'elles sont exploitées, notamment sexuellement. Elles arrivent en Europe, elles ne sont pas toujours bien accueillies non plus, il faut le dire. En Italie, il y a aussi des difficultés dans l'accueil. Dans l'Europe, partout, il y a des difficultés de l'accueil. Mais ça, aujourd'hui, effectivement, alors Mme Meloni a beau jeu d'avoir été en Libye. Elle-même a mis en place une réglementation extrêmement sourcilleuse. Elle a dit qu'un bateau ne devait pas secourir plus une fois des migrants. Elle a obligé les bateaux de migrants à se rendre dans tel port. Et enfin, c'est quelqu'un, il faut le savoir, qui a envoyé des circulaires au préfet en Italie pour leur dire
c'est-à-dire de refuser l'accueil des personnes qui sont dublinées, c'est-à-dire, vous savez que le premier pays qui accueille doit instruire la demande d'asile. Lorsqu'elles sont en France, en Suisse, en Allemagne, elles sont renvoyées en Italie. Et ça, Mme Meloni n'en vont plus. Et M. Darmanin a très clairement dit que le système de Dublin ne fonctionnait plus. C'est pour ça que les ministres de l'Intérieur s'attachent à une réforme du droit d'asile dont vous savez qu'elle doit être définitivement réglée avant les élections européennes de 2024. Alors justement, on va revenir sur cet accord. Mais avant cela, Amara, vous avez aussi été en contact avec des personnes qui ont de la famille au sein donc, du côté des survivants. D'abord, ils sont de quelle nationalité? Il y a beaucoup d'Égyptiens, mais vous êtes plutôt en relation, vous, avec des Syriens. Racontez-nous un peu. On a pu entrer en contact avec une famille égyptienne et deux familles syriennes qui racontent, c'était des appels très difficiles à passer et à écouter. C'est des personnes qui pleurent, qui essayent d'avoir la moindre information, qui cherchent sur les photos de survivants le visage d'un proche. Certains disent j'en ai vu un, certains disent non. Il y a des personnes qui sont en Europe actuellement, qui ont pris un avion pour aller à Kalamata pour essayer de soutenir, de retrouver leurs proches disparus. Ils ont expliqué que ces proches, l'un d'eux par exemple, était en Libye depuis plusieurs années. Il avait été emprisonné, rançonné, comme on sait déjà que ça se passe en Libye, dans les geôles libyennes. On avait soutiré de l'argent à sa famille. Enfin, il avait pu réunir, grâce à sa famille, un peu d'argent pour repartir. Et là, il fait partie de ce naufrage. C'était un père de 2 enfants. Donc la détresse est très grande. Si on parle aussi de ce qu'on dit, les rescapés, je vais revenir juste 2 secondes sur ce qu'on a dit sur le fait que les migrants avaient refusé l'aide. Les rescapés ont tout de suite dit à la presse grecque que cette aide n'avait pas été refusée par les migrants. Il y avait à bord du bateau un capitaine qui était un passeur et d'autres passeurs. Et d'ailleurs, ce capitaine, les rescapés l'ont dit, s'est échappé très rapidement par un autre bateau. Il faut prendre avec précaution ces informations-là. Et les migrants qui voulaient de l'aide ont été frappés par les passeurs. D'ailleurs, ils ont raconté qu'à peine après avoir quitté Tobrouk, ils voulaient revenir au port parce qu'ils avaient vu que le navire était surchargé et que le moteur avait des problèmes et que ceux qui voulaient revenir ont été frappés et réduits au silence. C'est pas vraiment les migrants qui communiquent avec les gardes-côtes grecs, manifestement. Alexia, j'espère que le son est... Est-ce que vous m'entendez toujours, Alexia, à Kalamata? Oui, très bien. Oui, mais c'est exactement... Vous pourriez rebondir sur ce passeur qui était... C'est lui... Oui. Vous pourriez peut-être rebondir sur ce passeur qui était donc, lui, en lien avec Frontex. Alors oui, au moment où peut-être vous voyez derrière moi, ce sont les patrouilles de nuit, cette fois des bénévoles qui viennent aider, justement porter renfort aux patrouilles qui vont continuer de ratisser la région toute la nuit. Alors oui, effectivement, voilà ce qu'on a comme version des personnes qui sont là parmi les rescapés. Déjà, la plupart, dès qu'ils sont arrivés, ont tout de suite dénoncé les 8 personnes qui sont actuellement interpellées et entendues par Frontex et par la police ici à Kalamata. Tout de suite, ils les ont dénoncés en expliquant que c'était eux les passeurs. Et parmi eux, il y aurait donc l'un des capitaines. Est-ce que c'est lui qui aurait refusé l'aide proposée par les gardes-côtes grecs? C'est toute la question. Mais effectivement, parmi les rescapés qui sont à l'hôpital de Kalamata, certains disent que non, eux, ils voulaient de l'aide. Mais effectivement, comme la communication s'est faite par radio, eh bien, apparemment, l'aide aurait été refusée. Donc effectivement, une enquête a été diligentée. Et c'est ça que doit mettre en lumière cette enquête. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et surtout comment éviter cette tragédie. Et là on arrive aussi à un autre point qui fait débat ce soir en Grèce, à savoir cette politique européenne à 2 demandes d'asile, ces portes d'entrée que sont la Grèce, l'Espagne et l'Italie, et comment résoudre tout ça alors qu'on est face quand même à une tragédie d'ampleur. Ici la presse grecque parle du Lampedusa 2023, je rappelle Lampedusa c'était en 2013 avec un naufrage au large des côtes italiennes faisant 300 morts. Et bien ici on s'attend donc à beaucoup plus, on parle aussi du Titanic, de la pire tragédie migratoire, sauf que personne ne donne véritablement de solution. Tout le monde est pointé du doigt, que ce soit le gouvernement conservateur sortant qui voudrait renouveler son mandat ou encore l'Union européenne. Et surtout, donc, voilà. Et donc il y a beaucoup d'émotions ce soir dans la population grecque, beaucoup de consternation et beaucoup d'interrogations. C'est aussi une affaire politique, vous le disiez à l'instant, Alexia. On va écouter d'ailleurs Gérald Darmanin. Enfin, on n'a pas véritablement le son sonore, mais on a un transcript de ce qu'il a dit, le ministre de l'Intérieur français. Il était au Royaume-Uni, il a réagi, c'était lors d'une rencontre avec son homologue britannique. C'est forcément un échec collectif lorsque des personnes perdent la vie dans des conditions ignobles. Ce sont les passeurs qui sont des criminels. Les premiers responsables de cette situation, ce sont les passeurs. Il faut renforcer
nos moyens de secours, c'est certain, mais aussi nos moyens de coopération légale. S'il y a des voies d'accès légales d'immigration, alors il n'y a plus besoin de passeurs. Je voudrais avoir votre réaction, Patrick Martin-Génier. Là, le ministre de l'Intérieur français, finalement, évoque non plus l'immigration illégale, mais l'immigration légale. Et il demande finalement au Royaume-Uni, disons, de prendre aussi sa part. C'est un peu ça. Oui, parce que la problématique, d'abord, il faudrait rappeler que depuis 2014, c'est 20 000 personnes qui sont mortes en mer Méditerranée et que le plus grand sinistre, accident, c'était en 2016, 320 morts. Et là, aujourd'hui, il y en aura sans doute plusieurs centaines. Et donc, c'est effectivement une catastrophe. Monsieur Darmanin est au Royaume-Uni parce qu'on sait très bien que les mêmes catastrophes se renouvellent en Manche, en mer de Manche, et qu'il accuse très clairement le Royaume-Uni d'interdire toute forme d'immigration, même légale ou illégale. Et d'ailleurs, vous savez que le Royaume-Uni est en train de demander au Rwanda d'accueillir une plateforme de migrants pour traiter les demandes d'asile. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'il demande au Royaume-Uni de travailler sur des procédures légales d'immigration légale, parce que c'est précisément une envie de vouloir traverser vers le Royaume-Uni. Donc ces procédures d'immigration légale, en réalité, il faut aussi que ça travaille de la Méditerranée vers l'Europe. Et c'est pour cela que les ministres de l'Intérieur, Madame, votre correspondante en Grèce, disait tout à fait justement qu'il y a eu un accord aujourd'hui. On a laissé peut-être, et c'est une responsabilité collective très importante. On a laissé l'Italie, la Grèce, l'Espagne, Malte, ces pays traiter seuls ces demandes d'asile. Or, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et les ministres de l'Intérieur ont essayé d'apporter une solution concrète, c'est-à-dire autoriser d'autres pays, obliger d'autres pays à accueillir un certain nombre de migrants, les fameux quotas, je n'aime pas le terme, mais pour ne pas laisser ces pays en Méditerranée traiter tout seuls ces demandes d'asile. C'est une avancée qui est... Ça, c'est l'accord donc, qui a été signé la semaine dernière. Voilà. Et cet accord est un peu... C'est une étape, une vraie étape de parler là pour le coup de solidarité, c'est-à-dire que les États qui refusent le quota devront verser une compensation financière de 20 000 € par personne refusée. Voilà, sauf que M. Orban, Premier ministre hongrois, a dit qu'il refuserait avec le Premier ministre polonais de refuser de payer ses pénalités. Claudia Lodessani, ce type d'accord, c'est un progrès ? On va voir comment il va être appliqué. Oui, je viens vers vous, Alexa. Juste un mot. Claudia. Clairement, pour nous, la chose plus importante est vraiment d'avoir la possibilité de faire migrer les personnes vers l'Europe avec des voies légales et de sortir les personnes de la Libye qui sont maintenant bloquées là-bas. Donc, clairement, s'il y a la possibilité, le débat il portera vraiment à des voies légales, et oui, ça va être un progrès, mais on attend de voir qu'est-ce que vraiment ça donne. Je rappelle qu'il y a quand même des personnes en Libye torturées qui n'ont plus la possibilité de sortir. Et donc, nous, on a essayé plusieurs fois de demander de faire des corridors, comme on fait dans d'autres pays, que pour le moment, on les fait, je dois dire, que l'Italie et les autres pays européens, ils refusent. Je vous fais réagir juste après, Alexia. Il nous reste 5 minutes seulement avec Olivier Weber. Je voudrais vous faire réagir, Olivier, justement sur la Libye, sur ce que vient de dire Claudia Lodessani. Est-ce qu'il faut négocier avec le général Haftar ? Est-ce qu'on voit que les pays européens ont quand même, malgré tout, malgré cet accord sur le droit d'asile de la semaine dernière, plutôt des politiques très différentes ? Bien sûr. D'une part, il y a des mesures d'accompagnement qui sont tout à fait nécessaires. Deuxièmement, pardon de le rappeler à nouveau, il faut appliquer le droit international sur tout ce qui est trafic d'êtres humains. On parle des passeurs, mais quelquefois, les passeurs eux-mêmes sont des migrants qui sont pris pour piloter un bateau. Et en fait, il faut parler davantage des trafiquants à grande échelle. Je crois vraiment qu'il faut ouvrir les yeux sur, non pas le plan serré, mais sur la somme des drames et sur toute l'organisation de ce qu'on appelle la CTO, la criminalité transnationale organisée. Il y a eu par exemple des procédures, alors là c'est grâce à Interpol, il y a eu des arrestations d'un Éthiopien, d'un Érythréen. Il y a 2 cas de jugement actuellement en Italie, aux Pays-Bas, qui sont des passeurs qui ont organisé, enfin des trafiquants qui ont organisé cette arrivée d'Érythréens depuis l'Érythrée vers la Libye. Et une fois que les Érythréens sont arrivés en Libye, on les torturait pour demander aux familles restées en Érythrée de payer davantage grâce au système de la Hawala, donc une banque, on va dire, à distance par compensation, une rançon littéralement. Et il y a même eu des hommes violés, les femmes violées également. Là, les ONG qui ont pu s'occuper de ces migrantes, en particulier en arrivant en Italie ou ailleurs, nous renseignent là-dessus. Une femme qui passe par la Libye, elle est certaine d'être violée. Pardon de dire ça crûment, mais c'est cela en fait qu'il faut réprimer. Et je crois que c'est très très important, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez sur l'Europe, qu'il y ait une sorte de gestion
collective. Alors il y a cet accord avec le pacte asile et migration. Est-ce qu'il est suffisant, même si effectivement la Pologne et la Hongrie ne l'ont pas signé, mais en tout cas c'est déjà un pas en avant. Les trafiquants, vous savez, à grande échelle, jugent que l'Europe est un ventre mou. Moi je me rappelle, il y a quelques années encore, lorsque j'étais ambassadeur contre la lutte contre la traite des êtres humains, eh bien justement, il y avait donc des trafiquants qui faisaient déplacer les Africains qui étaient plutôt du côté marocain et du côté de la Mauritanie, donc qui lorgnaient évidemment du côté européen et sur l'Espagne. Ils les déplaçaient vers la Libye ou vers la Turquie. On rajoutait simplement quelques milliers d'euros au coût. Et c'est donc tout cela qu'il faut voir. Il faut voir le plan serré, ce qui se passe effectivement dans la Cyrénaïque, mais aussi le plan large, et appliquer effectivement une répression et taper à la source, et deuxièmement, à l'arrivée aussi, si je puis dire, avec le blanchiment et tout ce qui arrive dans les pays européens au niveau de ces royalties et du produit, on va dire, de la traite des êtres humains. Ça représente au minimum plusieurs dizaines de milliards d'euros selon les chiffres de l'ONU. Et je crois que c'est important d'avoir ces chiffres en tête également pour agir et pour légiférer. Donc c'est à la fois de l'accompagnement et aussi la répression sur le terrain. On va rapprocher la focale là, en retrouvant Alexia Kefalas. Donc à Kalamata, vous aviez des infos, vous disiez, vous pourriez rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit. On apprend tout. Bien sûr, mais alors on apprend tout de suite qu'en fait il y a 9 interpellations qui donc seraient des passeurs, tous égyptiens, et ils sont donc maintenant toujours interrogés. Et on apprend aussi, donc d'après ce qu'ils ont déclaré à la police, mais aussi à Frontex ici à Kalamata, qu'en fait le bateau était parti d'Égypte et qu'il s'est arrêté à Tobrouk pour apparemment charger un peu plus. Voilà ce qu'on apprend de ce côté-là. Quant à la réaction sur ce dossier et sur ces trafiquants, évidemment ça c'est l'une des problématiques et c'est la raison pour laquelle les gouvernements grecs, que ce soit là le précédent ou encore celui d'Alexis Tsipras, ont demandé qu'il y ait de véritables réunions européennes pour gérer le problème des trafiquants, des passeurs justement, et que c'était ça l'un des véritables enjeux de ce problème migratoire, et puis en plus évidemment de cette répartition, puisque la Grèce veut des mesures plus fermes, tout comme l'Italie, l'Espagne et en tout cas les premiers pays d'accueil. Alexia, donc vous dites qu'en fait il serait arrivé, il aurait fait Égypte, puis Tobrouk, pour ensuite se diriger vers l'Italie. Égypte, Libye, direction en Italie, exactement. D'où d'ailleurs, ça explique aussi... Ce qu'on apprend ce soir, c'est ce qui apparemment, parmi les 9 personnes, l'ont dit, qu'il y a autant d'Égyptiens. Ça explique évidemment, Stéphanie, qu'il y a autant d'Égyptiens sur ce bateau, parce qu'apparemment, il est véritablement parti d'Égypte. Il s'est arrêté à Tobrouk pour charger apparemment encore plus. Et après, il prenait donc la route de l'Italie avant de faire naufrage à 87 km d'ici. Amara, vous la connaissez cette route? La route Tobrouk-Italie, on la connaît. En fait, la politique européenne en est en partie, c'est tout à fait lié. C'est une route qui est apparue depuis 1 an, qu'on observe. Et en fait, le but de partir de là, c'est précisément d'éviter les interceptions des gardes-côtes libyens qui opèrent en Méditerranée centrale sur la route qui relie l'ouest de la Libye à l'Italie. N'oublions pas que depuis l'accord entre l'Italie et les gardes-côtes libyens en 2017, 100 000 personnes au moins ont été interceptées. C'est des gens qu'on remet dans les centres de rétention où ils sont torturés et rançonnés. Donc d'une part pour éviter ces gardes-côtes et d'autre part pour éviter de traverser tout le pays libyen qui est insécure. Ce sont des personnes... Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait des bateaux qui partaient d'Égypte, je l'apprends. Voilà, on l'apprend aujourd'hui, parce qu'a priori, on parlait plutôt d'avions qui arrivaient on savait qu'il y avait des personnes qui arrivaient en avion et puis qui traversaient la frontière depuis l'Égypte et qui partaient depuis l'est de la Libye parce que c'était plus proche. Et en fait, comme c'est plus loin et que ça prend 5 jours pour arriver en Italie, le bateau est plus gros et il est pensé pour être plus solide. Comme il est plus gros, les passeurs le chargent plus. Ce qu'il faut aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est renforcer considérablement les pouvoirs de Frontex. L'Union européenne a fait énormément de progrès sur le budget jusqu'en 2027. Elle va renforcer son effectif humain, les moyens matériels et technologiques. Et c'est ça aujourd'hui. Il faut allier les deux. L'immigration. Vous êtes en train de nous dire que Frontex reste clé, mais qu'il faut qu'ils aient des moyens supplémentaires. Oui. Mais sur leur mission, est-ce qu'il faut changer les missions? Encore une fois, est-ce qu'on est dans une mission plutôt de police ou est-ce qu'on est dans une mission plutôt de sauvetage? Est-ce que les deux missions sont rassemblées au sein de Frontex? Eh bien, écoutez, il y a d'abord une mission de protection des frontières de l'Union européenne. C'est la mission principale de Frontex et de contribuer. Merci beaucoup, pardonnez-moi. Merci Olivier Hébert. Merci d'avoir participé. Merci, voilà. Au revoir. Et enfin, donc une mission de protection des frontières, c'est la mission essentielle de Frontex, mais également de coopérer avec les autorités pour éviter ce genre de drame et donc faire en sorte que les bateaux comme ça soient donc sauvés. Et enfin, il apporte à l'Union européenne de mettre en place des mesures d'immigration, des voies d'immigration illégales. La lutte contre les passeurs et les criminels, c'est aujourd'hui une des priorités qui doit occuper à la fois l'Union européenne et les États.
Claude Dessalines, on n'a pas l'impression que ça progresse véritablement, puisqu'on a été confronté exactement au même type de naufrage depuis toutes ces années, qui viennent de Libye, avec les mêmes types de trafic, les mêmes passeurs, les mêmes réseaux. Donc pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Ne serait-ce que de s'attaquer à cette économie criminelle, enfin. Alors, pour nous, clairement, le point de vue, c'est complètement différent. On est des médecins et clairement, c'est pour moi inacceptable d'accepter ces morts. Donc, clairement, d'abord, il faut les sauver. Et il faut les sauver. La politique, c'est 20 ans d'immigration qui progresse en Europe. C'était tout prévisible. Il faut des politiques qui consolident des voies légales qui éviteraient tous ces drames, éviteraient les personnes de passer pour la Libye. Et non, pour moi, il ne faut pas renforcer Frontex. L'objectif, c'est de faire des opérations avec un objectif de sauvetage, un objectif humanitaire, comme c'était Mare Nostrum avant. Il ne s'agit pas d'accuser Frontex, si je peux me permettre. Il s'agit de dire que Frontex doit renforcer ses effectifs. C'est l'objectif de l'Union européenne qui doit augmenter considérablement à la fois le matériel humain et technologique, mais financier. 900 millions quand même de budget en 2022. C'est important, mais ça ne suffit pas encore. Alexia, peut-être une réaction justement sur c'est ce qu'on dit un petit peu en Grèce aussi, qu'il faudrait renforcer les moyens de Frontex, qui là vraiment sont accusés tout de même de ne pas avoir sauvé ce navire. Oui, évidemment. Et puis, ils ont été aussi maintes fois accusés de l'autre côté, du côté des îles grecques qui sont face à la Turquie. Donc, évidemment, le chef d'accusation commence à devenir de plus en plus important. Mais aussi à la frontière nord, qui est une frontière terrestre avec... On vous a perdu, Alexia. On ne vous entend plus. Ah, ça y est, on vous a perdu. Voilà. Allez-y, on vous entend à nouveau. Pardon. Voilà. Qu'il faut des renforts technologiques avant tout, que certes les renforts humains sont importants, mais il faudrait des renforts technologiques pour mieux coordonner en fait l'action de Frontex. Et c'est ce que reprochent véritablement les autorités grecques, c'est que maintenant ils en ont fait une sorte de fédération finalement, où ce sont les agents locaux qui guident, mais il n'y a pas de véritable coordination. Et c'est ce que demande en fait le gouvernement grec, mais aussi il me semble le gouvernement italien et espagnol, c'est une meilleure coordination, de manière à ce que les agents européens agissent véritablement de manière coordonnée. Et c'est un peu le problème qu'il y a à l'heure actuelle, qu'on voit depuis des années ici en Grèce. On suit beaucoup la crise migratoire en Grèce, mais aussi dans le reste de l'Europe avec France 24. Mais vous le voyez concrètement, c'est toujours un problème de coordination pour justement éviter ces drames en mer. Parce que l'une des missions, évidemment, c'est de protéger les frontières. Mais il y a cette mission de sauvetage et c'est ça en fait qui nous ramène une fois de plus aujourd'hui à Kalamata. Le sauvetage, pourquoi est-ce que ce sauvetage n'a pas eu lieu ? Que ce soit Frontex ou les autorités grecques, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et c'est ça véritablement qui consterne aujourd'hui l'opinion publique médiatique européenne. Amara, c'est ça, renforcer Frontex dans ses missions, dans ses moyens, renforcer la coordination. Les solutions passeraient par là? Par là, et peut-être comme le disait notre collègue de MSF, peut-être favoriser les voies légales pour éviter que ces personnes soient contraintes de traverser la mer. Également le rôle du Royaume-Uni. Ces personnes ne sont pas attirées par l'Italie en particulier ou par la Grèce ou par Chypre. En fait, elles cherchent à aller peut-être plutôt vers les pays d'Europe du Nord. C'est ce que Info Migrants, derrière les chiffres, on essaye de mettre des histoires derrière ces chiffres. Et ce que nous racontent les migrants, c'est des histoires de désespoir, des quêtes d'avenir meilleur vers l'Europe qui est plus au nord. Et c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre choix qu'ils prennent la mer. Donc oui. L'Italie tout de même, Patrick Martin-Génier, est le pays tout de même où la pression migratoire est la plus importante. D'après les chiffres, Rome a reçu 51 000 des 68 000 personnes entrant donc dans l'Union européenne par la mer au cours des 5 premiers mois. Ce qui l'a effectivement conduit à déclarer l'urgence, l'état d'urgence à cette époque. C'est donc quand même plus compliqué pour ces États-là. Et manifestement, Mélanie veut véritablement renforcer, durcir sa politique. Elle a eu d'ailleurs un rendez-vous, elle a vu le général Haftar pour revenir à la Libye. On voit bien que les pays n'ont pas évidemment les mêmes... Ce sont des enjeux différents pour des pays qui sont très loin de la côte, alors que ceux-là sont vraiment visés directement par ce qui se passe. Oui. Comment encourager... Il y a eu cet accord, mais comment encourager plus de solidarité en Europe? Je pense que l'Europe n'a pas été assez solidaire vis-à-vis de l'Italie, indépendamment de ses gouvernements successifs, vis-à-vis de l'Espagne et de la Grèce. Je crois on avait évoqué des plateformes pour étudier les demandes d'asile. Je crois qu'on aurait dû faire un effort bien plus important pour dépêcher sur place du personnel, pour aider à instruire l'asile, pour aider peut-être des médecins
médecins également dans les centres de rétention, car je rappellerai qu'en Italie, mais ce n'est pas que l'Italie, il ne s'agit pas de stigmatiser l'Italie, mais les accueils en centre de rétention sont terribles, les conditions sanitaires également. On pourrait citer la Bulgarie également, il n'y a pas que l'Italie, mais ces pays qui sont vraiment au premier plan de l'accueil des réfugiés n'ont pas été suffisamment aidés au cours des dernières années par l'Union européenne. On aurait dû en faire beaucoup plus. Ils se sont sentis isolés à tel point que c'est devenu un objet de politique intérieure et que cela a conduit à la victoire de l'extrême droite en Italie et à la montée de l'extrême droite partout en Europe, et pas uniquement en Italie, et ça beaucoup lié à la problématique migratoire, et je crois que tout le monde le craint partout, y compris en France d'ailleurs et ailleurs. Claudia Le Dessani, dans cette procédure, dans cet accord européen de la semaine dernière, on parle donc de la mise en place aux frontières extérieures de l'Union européenne de centres de transit pour les migrants et qui ont peu de chance justement de recevoir ce statut de réfugié, par exemple des migrants qui viendraient du Sénégal, d'Albanie ou de Tunisie. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Alors déjà, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, faire la distinction entre migrants économiques et réfugiés, je crois que c'est vraiment un autre grand problème et un des points des confusions. Et d'ailleurs, on sait très bien que les dernières années, on a fait des refoulements en Soudan et là, on va voir maintenant qu'est-ce qui va changer parce que maintenant, ça va être compliqué de renvoyer les personnes au Soudan. Exemple, les Mali, c'est considéré des migrants économiques alors que la France, en tout cas, il y a des contingents français juste l'année passée. Donc, qui définit les guerres, qui définit pourquoi les personnes doivent migrer. Donc, pour moi, c'est déjà à la base une discussion qui n'a pas lieu. Ce n'est pas nous à juger pourquoi elles doivent migrer. Les personnes, au moment, ils bougent parce qu'il y a des changements climatiques. Mais ça entraîne une politique d'accueil différente. Il entraîne une politique d'accueil différente qui n'était pas faite. Qui n'est pas fait et qui quand même n'a jamais été anticipé. Donc le problème, c'est justement, c'est très complexe. Donc il y a qui définit les guerres, donc quel pays est en guerre, qui non. L'exemple le Mali, je répète, c'était pas considéré. Et du coup, clairement, le problème c'est pas les départs. Le problème c'est comment on fait des politiques d'accueil en France ou en Europe en général et qui permettent à ces personnes d'arriver, de s'intégrer et de ne mourir pas dans la mer. Et donc là, c'est ça les noms et c'est pas du tout d'externaliser les frontières que ça va résoudre le problème. Et ce n'est pas non plus le fait de les fermer dans des hangars ou dans des centres plus loin de l'Europe pour l'identifier. Ça ne servira à rien. Ils vont trouver une solution pour arriver en tous les cas. Alexia, ça devient un vrai problème politique, j'imagine, en Grèce, là où vous vous trouvez, puisqu'on est en pleine campagne. En ce moment, il va y avoir des élections dans quelques jours. Donc la campagne, d'ailleurs, a été suspendue. Oui, 3 jours de deuil national, justement, en hommage à ces victimes, ces 78 victimes, voire beaucoup plus. Tout a été gelé, même le débat qui devait se tenir ce soir entre les dirigeants politiques. Une campagne, d'ailleurs, finalement, assez morose. Mais je veux juste revenir sur les moyens pour vous montrer ce qui se passe derrière moi. Il n'y a que 2 navires qui se relèvent et qui sont maintenant à quai et qui attendent de repartir pour la nuit, qui sont donc des autorités grecques. La recherche se passe dans les eaux internationales et il n'y a que le navire de la marine grecque, mais aussi les 2 petits bateaux et un drone européen dont on ne sait pas véritablement où il est. Donc c'est pour vous dire véritablement que les moyens sont finalement très faibles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'abandon ? Peut-être que l'espoir est déjà perdu et que peu de moyens sont mis là-dessus. J'aimerais juste nuancer en fait sur l'Italie en première ligne. On sait que peu de monde reste en Italie. Donc c'est vrai qu'ils accueillent énormément de monde. En rapport avec la population du pays, c'est Chypre qui accueille le plus de monde. La problématique en fait, elle est multiple. Et là en Italie, la problématique c'est surtout du premier accueil. C'est pas tellement sur la durée et de l'insertion et de l'intégration. C'est vraiment le premier accueil du bateau. C'est là-dessus où l'Europe n'arrive pas à être solidaire. N'oublions pas qu'en 2015, les chiffres des arrivées en Italie étaient plus élevés que ceux en 2022. Et à ce moment-là, l'état d'urgence n'avait pas été déclaré. Donc il y a aussi une variation politique à voir là, en fait. Ça dépend aussi de quel appel on veut lancer à l'Union européenne et quand. Et un accord avec ce... Oui, vous direz. Oui, une petite précision par rapport à ça, parce que les ministres de l'Intérieur se sont mis d'accord la semaine dernière, mais ne remettent pas en cause cette question de l'accueil par le premier pays où passent les migrants. Et il est question de quotas, mais ça n'en mettra pas en cause le fait que l'Italie, par exemple, sera principalement responsable des demandes d'asile des personnes qui passeront par ce pays. Exactement. Pour l'instant, Dublin est encore là, et le premier accueil est le plus lourd à supporter par l'Italie, qui n'a que très peu de hotspots. Il n'y en a que 5 dans tout le pays. Et ils sont tout le temps surchargés parce que le nombre est très grand. Et ça n'a pas été résolu.
Il y a juste ce mécanisme de solidarité qui a été mis en place, en fait, la semaine dernière, on peut dire, entre les différents Oui, États. mais sauf que ça suscite un certain nombre de divergences. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, le Parlement européen s'est prononcé. Il y a urgence aujourd'hui parce qu'il y a des élections européennes en 2024. C'est quand même un pacte asile et migration qui a été initié par la Commission européenne au mois de septembre 2020 et on n'en est toujours pas parvenu. Nous sommes en 2023 et donc ça attendra sans doute 2024 pour que ce soit finalisé. Et encore, ce n'est pas un gage d'efficacité et de succès. Claudia Lodessani, un tout petit mot de conclusion? Oui, ben déjà, pour rebondir sur ça, c'est aussi le problème des Dublin, de la loi de Dublin qui ne s'est jamais changé et s'est jamais mis en cause. Donc, forcément, pour les pays comme l'Italie, c'est un problème. Après, comme mot de conclusion, moi, désolé de me répéter, mais c'est quand même des personnes, et ce sont des personnes qu'il faut sauver. Et pour moi, tout le reste, c'est quand même. Je sais que la migration, le phénomène migratoire, c'est complexe, c'est de la politique, mais pas seulement, mais il faut vraiment ne perdre pas l'humanité qu'il y a derrière, et c'est des personnes et on ne peut pas les laisser mourir. Merci beaucoup Claudia Lodessani d'avoir été avec nous. Merci. Alexia Kefalas, je crois qu'on vous a perdu. Merci d'avoir été là tout au long de ce débat. Merci Patrick Martin-Génier. Merci Amara Macoul. Merci à Olivier Weber qui nous a quittés il y a quelques instants. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.